pays, au beau cœur de l'Afrique, le Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique, elle aussi, la nuit du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle voit tout de merveille. Nous allons recevoir notre deuxième invité. Il s'agit de M. Chérubin Monyango. M. Chérubin Monyango est analyste sociopolitique. Bonjour, M. Chérubin. Bonjour, M. Dieudonné Yankumba. Voilà, avec vous, j'ai dit, nous allons parler de l'idéal politique. Tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde veut se lancer en politique. Ouais. Nous avons aujourd'hui pour 500 sièges au Parlement. Tout à fait. Plus précisément à la Chambre basse de notre Parlement, l'Assemblée nationale. Pour 500 sièges, on a plus de 3000 candidats, je crois. Plus de 3000 candidats. Tout le monde veut se lancer en politique. C'est plus de 3000. Plus que c'est largement. Largement, voilà. Donc, pour 500 sièges, on a déjà plus de 3000 candidats. Et est-ce que toutes ces personnes qui se lancent en politique savent ce qu'est la politique, connaissent leur mission? On les emmène en politique parce qu'ils connaissent leur mission. Alors, pour voir, c'est quoi l'idéal politique? Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de l'idéal politique, qui est un concept, malheureusement, qui n'est pas assez bien assimilé dans notre pays. Ouais. Depuis l'indépendance de notre pays, on n'a pas encore atteint l'idéal politique. On a maintenant 3 républiques, mais la République en soi, à l'intérieur, la vie politique n'a pas encore atteint ses objectifs. Parce que l'idéal politique comme concept, qui veut que nous puissions avoir des hommes politiques qui ont des valeurs, qui savent que non, oui, je suis là pour répondre aux attentes du peuple souverain, et jusqu'à ce jour, il y a carence, on n'en trouve pas du tout, parce qu'il y a défaut de qualité au niveau des acteurs politiques. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Donc vous avez constaté qu'il y a défaut de qualité. Et pour qu'on puisse arriver à l'idéal politique, qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, l'idéal politique, il faut qu'il y ait une adéquation entre les dirigés et les dirigeants. Ils doivent se mettre d'accord qu'on puisse trouver au Congo une sorte de corrélation linéaire. L'axe où on peut dire que c'est l'axe de l'idéal politique, où il y aura une attirance entre les dirigés et les dirigeants, les gouvernants et le gouvernant et les gouvernés. C'est-à-dire que un homme politique doit avoir beaucoup de valeurs. Les valeurs intellectuelles, morales, culturelles, pour essayer d'être un bon leader et aller répondre aux aspirations du peuple souverain qui s'est dit, tiens, je fais confiance à mes dirigeants parce que moi, je ne peux pas diriger. Ouais. D'accord. Ce ne sont pas des moutons, mais il faut quand même les amener au bon port avec des hommes et des femmes qui peuvent atteindre l'objectif du peuple. Sinon, la RDC risque d'exister que sur la carte. Et quand on sort à l'international, je suis désolé, c'est un petit pays. Alors, mais pour vous, je ne sais pas moi, quelles sont les valeurs que doivent incarner les hommes politiques? Concrètement, vous pouvez citer quelques valeurs? Oui, les valeurs, on peut en citer. Mais comment faire pour en posséder? Voilà. C'est ça la différence. On va dire que oui, il faut des valeurs intellectuelles. Mais comment faire pour devenir intellectuel? Évidemment. On est intellectuel parce qu'on est chercheur à vie. Ce n'est pas parce qu'on a son diplôme dans n'importe quelle université et puis on met ça dans le tiroir. On est universitaire et on reste chercheur à vie. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, je suis désolé, mais on cherche où se trouve la panne en question, en fait. On agit comme un ingénieur, en fait. Voilà. On s'adapte dans la situation de l'homme de Congolais. On se bat pour trouver des solutions aux problèmes de sa société. Tout à fait. Si vous ramenez un acteur politique français ou américain pour traiter des problèmes de Congolais, il va échouer parce qu'il ne connaît pas le problème, en fait. Alors, il faut aujourd'hui un peu d'ingéniosité pour essayer de trouver des solutions aux problèmes liés aux Congolais. Or, on s'en fout des attentes du peuple souverain. Ici, on s'en fout parce qu'il y a des éléments qui sont mentionnés, écrits dans notre Constitution, à savoir l'État doit, je cite un exemple, il y a l'article, je crois, 46 et 47, je crois, où on dit l'État doit garantir la santé publique, la sécurité alimentaire, l'énergie
l'eau, de l'électricité. Ça devient rare aujourd'hui. Vous allez voir que, donc, les dirigeants qui sont... parce que quand on parle de dirigeants politiques, il y a les acteurs politiques et les gestionnaires de l'État au quotidien, en fait, ce qu'on appelle les ministres, les DG, et ainsi de suite. Ce sont eux les gestionnaires qui émanent de l'Assemblée nationale, donc la Chambre basse, qui est une représentation du peuple souverain, en fait. C'est ça le problème. Alors, si l'idéal n'est pas atteint, c'est parce que on voit que la démocratie n'est pas assez représentative, en fait. On peut dire que non, que c'est une démocratie préfabriquée. C'est-à-dire que non, que on va préfabriquer la démocratie et on va mettre juste les noms, en fait, des personnes qui vont siéger. Donc pour vous, ce n'est pas c'est pas moi, notre politique, on ne peut pas parler d'une politique parfaite en RDC. Non, la politique n'est pas encore parfaite, parce que la politique, pour être parfaite, ça serait une politique en ce moment-là idéale. Ouais. Si on détermine l'idéal politique, on pourra parler de la politique idéale, donc de la politique parfaite, où tout le monde peut adhérer, et on verra que, non, que la politique et la démocratie sera réellement participative, où le peuple peut adhérer par ses représentants dans des décisions politiques gouvernementales. Et alors, vous avez dit qu'il y a un processus pour pouvoir acquérir les valeurs requises à un homme politique. Et pour vous, comment se présente ce processus-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'un homme politique doit faire pour acquérir les valeurs dont le peuple a besoin afin de le voir bien diriger le pays? Écoutez, pour avoir, surtout, vous allez voir que, non, que les premières valeurs qu'on demande à un homme politique, ce sont les valeurs morales. Ouais. En morale, c'est pour ça que, non, que quand on essaie d'atteindre les valeurs morales, c'est pour répondre aussi au peuple. Ouais. Vous allez voir que, non, qu'aujourd'hui, les prélats, les religieux qui prônent les valeurs morales à l'église, ils cherchent maintenant à faire de la politique parce que les politiques n'ont pas assez à donner comme valeur morale, comme exemple au peuple congolais. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des pasteurs, des prélats qui cherchent à être candidat président de la République, qui cherchent à être un député parce que l'homme politique n'incarne plus des valeurs. Pourquoi? Parce qu'on vient juste à satisfaire ses besoins primaires compte tenu de la rareté des biens et de la difficulté qu'ils font pour servir. On se dit, tiens, je vais faire la politique. Je vais faire la politique parce que je peux m'en sortir. Donc on vient sans pour autant faire une construction en soi-même d'abord. C'est-à-dire que, non, que je viens faire la politique, mais pas du tout de vocation. C'est un peu ça. Sinon, un homme politique, en soi, comme j'ai relaté dans une autre mission, il y a quand même une pyramide qu'un homme politique doit avoir en soi avant d'aller faire la politique. C'est-à-dire que vous avez atteint cette pyramide, et après, vous pouvez maintenant dire que... Et comment se présente cette pyramide? Quels sont les éléments de cette pyramide? Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, si vous voulez faire la politique, il y a quand même la pyramide pour atteindre la qualité d'un homme politique. En soi, dans sa vie privée, premièrement, il y a des besoins de sécurité d'abord, pour soi-même. On est en sécurité dès lors qu'on a un bien immeuble. On est propriétaire, où on se trouve en sécurité parce qu'on a un toit, parce qu'on est locataire. Voilà. Et on est locataire parce que, écoutez, tout le monde ne peut pas acquérir une propriété tout de suite. Mais on est locataire, on est quand même à l'abri, mais à condition aussi de ne pas avoir des arriérés par rapport à son bailleur. Ouais. Si vous dites que non, que je vais faire la politique, je serai candidat, mais vous avez des difficultés même à payer votre bailleur. Comment vous allez maintenant servir le peuple congolais? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement, il faut garantir son alimentation. C'est-à-dire qu'un futur homme politique doit avoir un pouvoir d'achat pour essayer d'agir librement dans notre marché de consommation. Mais si un homme politique arrive, écoutez, par remplissage, surtout avec question des seuils, on a rempli pour dire que non, que tiens, parce que le nombre là de, je crois c'est 20 000 ou 25 000, 28 000 hein, candidats. C'est vrai ça? Tout à fait. 28 000 candidats pour 500 places. Vous allez voir que non, qu'il y a 50% qui ne vont même pas arriver parce que c'est des remplissages en fait, pour atteindre le seuil. Mais le deuxième point, c'est d'avoir un pouvoir d'achat. Beaucoup de candidats n'ont pas ce pouvoir d'achat. Donc ça ne sert à rien, ils ne vont même pas faire des campagnes en fait. Après, troisièmement, un homme politique doit avoir la facilité de déplacement et de communication. Vous allez voir, prenons un exemple. La plupart des candidats présidents de la République, vous allez voir, ils auront du mal à faire des déplacements. Ouais. Alors pourquoi aller déposer la candidature pour président de la République dès lors que vous aurez des difficultés à vous déplacer?
Donc ça, c'est le troisième point, et c'est pareil pour le député national. Les députés Donc nationaux. tous les élus, il faut avoir la facilité. Même pour certains députés provinciaux. Hein. Mais tout à fait. Parce qu'à l'intérieur du pays, là, souvent, bon, nous il faut prendre des voitures, motos, des fois même la pirogue, moto, ainsi de suite, pour sillonner un peu tout le territoire. Après, quatrième point, et ce qui est très important quand on veut faire la politique, il faut quand même une approbation de l'époux, en fait, du conjoint. Vous voulez faire la politique, mais votre épouse n'est pas satisfaite par rapport à ça, et ça, c'est pas bien. Quand vous allez en combat et vous avez des enfants adultes, tout le monde doit accepter, vous aurez quand même 50% des bénéficiaires pour réussir. Et en fin de compte, si vous arrivez à satisfaire tous ces points, vous pouvez faire de la politique. Vous pouvez à ce moment-là réaliser quelque chose pour servir les autres. Mais il faut aussi avoir un projet de société quand même, un programme d'action. Écoutez, comme je vous ai dit, l'idéal politique n'est pas encore atteint. Tout projet de société va toujours marcher au Congo. C'est comme si vous achetez un terrain vide. Le Congo est vide. Tout projet de société est vraiment souhaitable pour le Congo. N'importe qui peut proposer. Parce que tout est devenu urgent au Congo. Tout est devenu urgent au Congo. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui, je vous ai dit, hein, même un enfant qui vient de finir ses études, qui a son diplôme d'État, peut diriger le Congo. Parce qu'il y a tout et à refaire. C'est pas sophistiqué comme dans des grandes démocraties où ça demande beaucoup d'intelligence pour essayer un peu de ramener, par exemple, une bonne politique de retraite. Mais ici, les gens, ils n'ont même pas besoin de savoir la politique de la retraite ici. Qu'ils soient préparés à ça, parce que vous savez, diriger un pays, c'est pas une petite chose. Hein. Ouais. Pour les acteurs politiques. Mais vous avez dit, même un finaliste de l'école secondaire peut diriger, mais on ne peut pas diriger sans être formé, vous comprenez, sans être préparé. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça? Il y a des gens qui passent aux affaires sans être préparés aujourd'hui. C'est ça le danger aussi. On n'arrive pas du tout à atteindre l'idéal politique. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire aujourd'hui on amène certaines personnes en politique qui n'ont pas qualité, vous avez dit, parce qu'ils n'ont pas fait de bonnes études d'abord, et puis... ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas de morale et tout, c'est-à-dire pour eux, ils vont en politique pour s'enrichir. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça le danger. C'est ça le danger. La politique, c'est l'apostolat. C'est-à-dire vous vous mettez au service du peuple et de la nation. Tout à fait. Vous ne visez pas vos propres intérêts, mais vous visez l'intérêt général. En fait, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour faire la politique. Mais ça, il faut qu'on arrive à ça. Et ça, c'est le travail qui doit être effectué par les leaders politiques qui ont des partis et tout. Non. Parce que c'est bien d'amener quelqu'un en politique, parce que vous avez dit aujourd'hui, avec ce problème de seuil, on fait du remplissage. Parce que quand nous regardons certains candidats qu'on nous présente aujourd'hui, on se dit, ah mais là c'est dangereux. Si quelqu'un comme ça passe, qu'est-ce qu'il va faire au Parlement? Vous voyez un peu, donc c'est ça. C'est ça. Il faudra qu'on réfléchisse à tout ça. Il faudra que le peuple aussi soit prévu. Moi je suis d'accord avec votre approche. Comme on dit, la vie d'un adulte mérite du respect. Il n'y a pas de sous-métier, mais la politique, c'est dangereux, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je vois des ex-footballeurs qui essaient de faire de la politique aujourd'hui. Je vois même des comédiens qui sont candidats ou candidates pour être députés. Ce n'est pas de la rigolade de la politique. Ça demande beaucoup de stratégie et ça demande beaucoup de connaissances. Il y en a des gens qui ont étudié, qui ont grandi et qui ont vécu. Aujourd'hui, si je prends de vieux à moi, par exemple, des grands frères en politique que je peux citer aussi facilement, des gens comme José Makila, par exemple. Si José Makila, un acteur politique, se dit que demain je vais ouvrir une paroisse et je deviens pasteur, on va se moquer de lui. Oui. Mais alors pourquoi l'inverse, on va accepter ça? Donc je crois il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait de la préparation aussi. Tout à fait. Tout le monde doit avoir sa place. Parce que sous d'autres cieux, pour accéder aux affaires, pour accéder aux hautes fonctions politiques, on doit être préparé. Tout à fait. On doit être préparé. Tout à fait. Vous voyez, en France, par exemple, il y a, je crois, l'École nationale d'administration. Les gens là-bas et tout ça. Il faut que les gens soient préparés. Il ne faut pas amener les gens en politique comme ça, parce que la politique, ce n'est pas un domaine de médiocres. Ce n'est pas un domaine des personnes qui doivent exceller, parce qu'ils ont la mission de diriger le peuple, ils ont la mission d'amener le pays au développement. Alors, dire que même un jeune homme qui vient de terminer ses écoles secondaires peut diriger parce que le Congo est vide, parce que tout est urgent au Congo, mais là, je crois que M. Moniango, malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Dans quel sens? Je vais faire la part de choses.
Il y en a des hommes politiques qui sont nommés, des ministres, ainsi de suite, des mandataires publics, ils font de la politique dans leur secteur en fait. Là, il faut faire attention parce que si on nomme quelqu'un et qu'il est médiocre, ça c'est vraiment la responsabilité presque du chef de l'État. Parce que c'est lui qui nomme par ordonnance les ministres, les mandataires publics. Mais sur proposition des conseils de ministres. Voilà, conseil de ministres. Là, on peut dire que non, qu'il y aura une sélection. Le chef d'État fait confiance à ses collaborateurs. Voilà. Quand M. Monyango, on dit par exemple M. Chérubin Monyango, bon, on le propose aujourd'hui comme ministre, c'est pas moi, du développement rural. Oui. Le chef d'État doit chercher à voir le dossier, il prend le dossier, et puis il fait confiance. Vous croyez vraiment qu'il pose des questions et tout? Bon, allez, voilà. C'est comme ça. Oui, j'ai pas fini ma pensée. Je voulais dire que non, que ceux qui sont nommés, il y a moyen de se rattraper en fait. Oui. Parce qu'ils peuvent subir un effet d'éviction. Oui. Mais quand le peuple souverain choisit les médiocres pour les représenter, ça c'est dangereux parce qu'ils ont 5 ans. Mais justement, c'est ça. On ne pourra pas du tout l'écarter. C'est ça que moi je voulais faire la différence entre ceux qui sont nommés et les dirigeants politiques qu'on va voter. Oui. Eux, ils auront du pouvoir politique. Oui. Comment ils vont contrôler maintenant les gens qui sont nommés pour être ministres? C'est ça le problème. C'est-à-dire que le peuple congolais est responsable presque de son propre malheur. Ouais. Parce qu'on n'arrive pas du tout à savoir où on va aller. L'idéal politique, c'est quoi en fait? Et cet axe-là, l'axe que nous allons tous tracer pour la jeunesse, il n'y en a pas en fait aujourd'hui. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y arrive? Mais écoutez, il faut que la démocratie soit réellement, je dis réellement, participative. Participative parce qu'avec une très bonne représentation fait au niveau de l'Assemblée nationale et de la haute chambre qui est le Sénat en fait. Alors si on est mal représenté, écoutez, on ne va jamais atteindre l'idéal politique. Ça sera de la figuration et l'État continuera toujours à avoir ses problèmes. Ça fait, vous savez, aujourd'hui, on n'est pas loin d'atteindre 80 ans de la colonisation, en fait. Ah, mais c'est ça. Et on va faire, quand on va atteindre cette période-là, on va faire la différence. Pendant la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit que la première richesse, c'est l'homme. Ouais. Avec on a une démographie exponentielle, en fait. Ouais. En général, plus il y a d'hommes, les Congos doivent réellement s'en sortir. Vous savez, en 1960, il n'y avait pas beaucoup d'universitaires, hein, après l'indépendance. Il n'y avait pas beaucoup. Non. Mais aujourd'hui, il y en a même des universitaires qui sont là maintenant à vendre des unités dans les coins, en fait, dans les quartiers. C'est-à-dire que l'intelligence congolaise existe, mais on n'arrive pas du tout à mettre ça à leur place, en fait. L'élite congolaise est là. Mais qui dirige le Congo? Qui dirige le Congo? Je suis désolé, c'est une certaine classe sociale qui dirige le Congo. Une certaine classe sociale qui dirige le Congo pour défendre leurs propres intérêts. On trouve que des fois c'est un leurre, en fait. C'est un leurre. Ou c'est des réunions de dupes, en fait, entre eux. Mais le peuple en pâtit. Et c'est trop. Il faut vraiment qu'on mette sur le... Mais puisque nous sommes en démocratie, hein, bien qu'elle ne soit pas encore parfaite, mais je crois qu'on donne quand même l'occasion au peuple, à travers les élections qu'on organise, de choisir ses dirigeants. Au peuple, c'est pour ça que j'ai dit que les dirigeants politiques et même les personnes qui font de l'observation pour les élections doivent prévenir le peuple. C'est-à-dire, quand vous présentez un candidat, vous devez chercher à savoir qui il est. Est-ce qu'il est capable, disons, d'œuvrer pour que le peuple puisse être satisfait? C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on amène certaines personnes parce que tout simplement, ils sont populaires dans la société et tout ça, on les amène comme candidats et tout ça. Et on croit qu'on peut les élire comme ça, mais le peuple doit aussi chercher à ça. Il est populaire, bien sûr, mais est-ce qu'il a les capacités de faire la politique, tout ça? Ça aussi, il faut prévenir. C'est ça. Il faut prévenir. Okay. Il faut prévenir. Mais on donne la possibilité au peuple congolais d'aller aux élections. Premièrement, ça va caractériser la démocratie. Mais il y a 2 éléments vraiment très important pour la démocratie. C'est la liberté et les droits des Congolais. Il y a eu les élections en 2006, 2011, 2018, mais il y a la Constitution est bien claire. On doit garantir l'énergie. Quel est le coin du Congo où l'électricité est stable?
malgré les 3 élections. Alors comment on peut encore donner la chance aux mêmes politiques ou politiciens qui sont là, ça fait 40 ans qu'ils font de la politique. Voilà. Qu'est-ce qui va encore garantir? Mais ils n'ont rien à garantir. En fait. Il faut une nouvelle classe politique. Il faut une nouvelle classe politique et l'assainissement de la vie politique, voilà, pour qu'il y ait l'idéal politique. Okay. C'est bien. C'est un peu ça. Alors, vous avez parlé de la Constitution, nous avons parlé de projets de société pour chaque personne qui veut diriger politiquement. Aujourd'hui, il y a un débat autour du mandat du chef de l'État et même de certains élus nationaux et provinciaux. Certaines personnes disent que 5 ans, par exemple, comme mandat du chef de l'État, ce n'est pas suffisant. Il faut essayer de revoir ça à la hausse et tout ça. Qu'en pensez-vous? Écoutez, effectivement, 5 ans pour le chef de l'État, c'est vraiment minime, très minime. Très minime. Même dans le secteur privé, on reconnaît une bonne entreprise au bout de 5e année, en fait. Parce qu'on titube un peu. C'est pareil. Avec le mandat du chef de l'État, 5 ans, les 2 premières années, on titube toujours. C'est au-delà de 5e année qu'on peut voir qu'on peut réaliser des choses. Alors, pour moi, partant de principe avec des amis avec qui on est dans le cercle de réflexion, on s'est dit qu'un président de la République, il faut un mandat de 10 ans. 10 ans et non renouvelable. Ouais. 10 ans et non un mandat de 10 ans non renouvelable. Parce que là, le mandat de 5 ans renouvelable, c'est un mandat, c'est déguisé au fait. D'office, déjà, il est dans le terrain, il a de l'avance, il maîtrise tout, donc il sera réélu. Alors, mieux vaut donner un mandat de 10 ans, une seule fois, c'est tout. Et puis, des élections pour 5 ans aussi, certaines personnes disent des élections tous les 5 ans pour notre pays, qui est une jeune démocratie, qui se recherche et tout ça. Mais c'est un peu lourd, quoi. C'est beaucoup de dépenses aussi pour le pays. Normalement, on peut faire les élections tous les 5 ans. Mais le problème est qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser le budget et les dépenses de l'État. C'est ça le problème. Et là, on subit maintenant avec... Il y a trop de demandes au niveau du département du ministère de la Défense. Et il faut vraiment beaucoup dépenser. Si aujourd'hui, il y a les élections, pendant la guerre, alors le président Félix Tshisekedi est à féliciter. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Là, c'était donc votre réflexion. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous venons de recevoir M. Chérubin Monyango, qui est analyste socio-politique. Avec lui, nous avons parlé de l'idéal politique, de la politique idéale ou parfaite, et de la démocratie participative. À moins que vous n'ayez autre chose à ajouter, M. Chérubin. Non, je suis là, je continue un peu à essayer de vulgariser ces concepts d'idéal politique. Je vais enchaîner dans des bâtiments de savoir donc, avec les étudiants des dernières années, ainsi que dans des milieux associatifs. Voilà. On peut avoir vos contacts? Ben, vous aurez mes contacts, sinon je peux donner tout de suite à la télé, si vous voulez. Donnez. Bon, mon numéro, c'est le 082 54 90 388. Je répète, 082 54 90 388. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Guédonné. Okay. Congo, beau pays, au beau cœur de l'Afrique, le Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique, elle aussi, la vie du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle voit tout de merveille.